En descendant dans les rues d'Iran les nuits du 8 et 9 janvier dernier, les Iraniens pensaient que cette fois serait la bonne, que le régime des mollahs, contre lequel ils ont maintes fois manifesté ces dernières années, tomberait. Il n'en est rien, la République islamique est toujours en place, droite dans ses bottes. Elle négocie même depuis quelques jours avec les Américains. Washington, qui avait pourtant appelé la jeunesse à prendre par la force les institutions, annonçant l'arrivée de renforts éminents. Là aussi, l'histoire s'est écrite autrement. Les émissaires de Donald Trump espèrent aujourd'hui arracher un accord sur le nucléaire iranien. Ils étaient réunis hier encore à Genève. Un deuxième round de pourparlers visant à éviter la possibilité d'une intervention militaire américaine. Alors avant toute chose, avant d'aborder cette contestation iranienne, on va vous résumer cette dernière rencontre qui avait lieu donc hier en Suisse avec Bilal Tarabeh. Regardez. Impopulaire, y compris à l'extérieur, la délégation iranienne quitte les pourparlers avec les États-Unis qui viennent de s'achever sous les huées d'opposants iraniens et de manifestants anti-république islamique. Les discussions, elles, auraient avancé. Pas encore de feuille de route, mais une vision plus claire des actions à entreprendre, selon le chef de la diplomatie iranienne. Quant au président iranien, il affirme que le pays est ouvert à une vérification de son programme nucléaire, qui a le potentiel d'arriver en quelques mois à produire l'arme atomique. En 2015, lors de la signature de l'accord sur le nucléaire, le taux d'enrichissement d'uranium était de 3,67%. Il y avait 300 kg d'uranium enrichi. Les centrifugeuses diminuent de 19 000 à 5 060 et les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont autorisées. Depuis le retrait américain de ces accords en 2018 et jusqu'aux frappes de juin dernier, le taux d'enrichissement d'uranium a atteint les 60%. Il y a un stock total de 8 300 kg d'uranium enrichi, la présence de centrales non déclarées, dont une centrale sous la montagne, et les inspections de l'AIEA ne sont plus autorisées que par intermittence. Le régime iranien serait aussi prêt à des concessions sur la part de son stock la plus enrichie, en échange de la levée des sanctions qui étouffent son économie. Pas suffisant pour Washington, qui veut aussi mettre sur la table le programme balistique iranien, ainsi que les milices aux ordres de Téhéran qui déstabilisent la région. Le président a fixé certaines limites que les Iraniens ne sont pas encore prêts à reconnaître et à respecter. Si un accord paraît encore très loin, un troisième cycle de pourparlers est déjà à l'étude. Aïda Tavakoli, bonjour. Merci d'être avec nous pendant cette demi-heure. Vous êtes franco-iranienne, doctorante, fondatrice de l'association We Are Iranian Students. On va évidemment parler de l'état d'esprit des Iraniens aujourd'hui, mais d'abord, j'aimerais avoir votre point de vue à vous sur ces discussions. Deuxième round de pourparlers. Le simple fait que les Américains aujourd'hui discutent avec le régime iranien, qu'est-ce que ça vous fait? Comment est-ce que vous appréhendez ça? Bien, écoutez, c'est une manière de légitimer, de conforter, de renforcer ce régime qui pourtant, il y a un tout petit peu plus d'un mois, a commis des crimes contre l'humanité. C'est le plus grand massacre de l'histoire de l'Iran, mais aussi de notre histoire récente. Il faut remonter à 1941 pour avoir des chiffres qui sont similaires à ceux des 8 et 9 janvier dernier. C'est 40 000 personnes qui ont été tuées en moins de 48 heures. Donc aujourd'hui, c'est vécu réellement comme une trahison, effectivement, de la part de la communauté iranienne. Est-ce que vous avez le sentiment que le vent a tourné, que ça y est, les Américains, de toute façon, négocieront quelque chose avec le régime? En tout cas, ce qu'on observe, c'est que dans ces négociations-là, il n'est pas fait du tout mention ni de ces crimes contre l'humanité, ni du projet politique de la société civile iranienne, qui pourtant s'est massivement ces dernières années mobilisée dans les rues au péril de sa vie pour nous faire connaître ce projet politique, qui est d'une part la chute du régime islamique et d'autre part l'avènement d'une démocratie laïque. Et aujourd'hui, on voit que Washington, on l'a rappelé, M. Trump avait pourtant conforté les manifestants de fin décembre, même, hein. encouragés, qui avaient bien sûr pris les rues sans attendre l'appel de Washington, puisque c'est une révolution qui est organique et qui vient de l'intérieur. Mais quand on les a confortés en leur disant que l'aide était en route, évidemment, massivement, ces manifestants sont allés au péril de leur vie, courageusement dans les rues, et aucune aide n'est arrivée. C'était un fait assez nouveau d'ailleurs dans ces manifestations, quelque chose qu'on a commenté ici, des portraits de Donald Trump
au cœur des manifestations. Ce n'était pas arrivé, ça, par le passé. Je crois que la population iranienne croyait en la bonne foi du président américain. Absolument. Et en fait, c'est même pas une question de croire en la bonne foi, parce que les Iraniens ne sont pas dupes. Ils savent très bien que les intérêts des Occidentaux sont les intérêts des Occidentaux et que seuls pour les Iraniens, les intérêts des Iraniens comptent. Mais ils ont cru à un alignement des intérêts à un moment qui était clé pour eux, et ils le sont toujours, décidés à en découdre. Aujourd'hui, on voit que plutôt que de tendre la main à la population civile iranienne, eh bien, M. Trump a décidé de tendre la main à ce régime, et que face à cela, le reste de la communauté internationale ne bouge pas. Pardonnez-moi pour la question, mais il n'y a pas eu un peu de naïveté chez ces Iraniens de croire comme ça, mot pour mot, ce que Trump leur disait? On connaît l'opportunisme du chef de la Maison-Blanche, on le voit à l'œuvre depuis un an. Écoutez, l'urgence de la situation pour la population civile iranienne n'autorise pas le désespoir. Vous voyez, c'est que si on arrête d'espérer une aide et une intervention de l'extérieur, alors dans ce cas-là, on se condamne soi-même, en fait, à la mort. Et ça, les Iraniens nous ont prouvé à quel point est-ce qu'au cœur de ces révoltes et au cœur de leurs revendications, il y a l'envie de vivre dignement. On a vu même des images qui nous ont brisé le cœur. C'était le 40e jour après les massacres hier. On a vu des personnes qui se réunissaient sur les tombes en deuil et qui étaient toujours d'ailleurs victimes de la répression. C'est la fin des rites funéraires, des rites musulmans au bout du 40e jour. Ça marque donc effectivement la fin du deuil, et ça a été marqué par des tirs de nouveau. On va le voir dans quelques instants. J'aimerais juste qu'on reste sur Donald Trump quelques instants avant de parler évidemment de ce mouvement de contestation qui existe toujours, même si on ne l'entend pas comme avant. Je vous parlais de la naïveté des Iraniens. Qu'est-ce que ça nous montre, tout ça, finalement, d'avoir autant cru que l'Amérique de Trump, elle allait pouvoir intervenir, frapper le régime, voire l'aider à faire chuter le régime? C'est que les Américains, ils sont les seuls aujourd'hui à pouvoir aider les Iraniens? Non. Moi, je pense que, encore une fois, l'objectif politique aujourd'hui pour les Iraniens, c'est la chute du régime islamique et l'avènement d'une démocratie laïque. Aujourd'hui, Trump a corrélé une potentielle intervention militaire, malgré le fait qu'on voit qu'effectivement, c'est la voie diplomatique qui est envisagée et privilégiée par M. Trump. Qui ne fonctionne pas vraiment pour le moment, d'ailleurs. Qui ne fonctionne d'ailleurs pas et qui n'a pas fonctionné ces 25 dernières années. Mais néanmoins, s'il y a une intervention militaire, puisqu'il a corrélé l'intervention militaire à un potentiel échec de ces négociations, on est aujourd'hui en mesure de croire que les cibles d'une telle intervention militaire seraient a priori les infrastructures nucléaires et le balistique, puisque ce sont les seuls sujets qui sont abordés par M. Trump, à l'instar de ce qui s'est passé au mois de juin. Et en fait, le régime n'utilise ni ces infrastructures nucléaires ni les missiles pour commettre ces crimes contre la population iranienne. Donc quand bien même il y aurait une intervention militaire aujourd'hui de M. Trump, cela ne suffirait pas ni à protéger la population iranienne de cette répression, ni à provoquer la chute du régime, ni à garantir l'avènement d'une démocratie laïque. C'est pour cela que, si il est vrai qu'une intervention militaire pourrait déstabiliser le régime, et il ne faut pas s'y opposer par principe, mais il faut être un peu pragmatique et garder en tête cet objectif de chute du régime et d'avènement de la démocratie laïque. Et donc, pour répondre à votre question, Trump n'est pas le seul à pouvoir provoquer ça, puisque son intervention ne serait pas suffisante a priori. Il faut une coalition internationale, notamment l'Europe, qui doit jouer un rôle très important, puisque, en fait, il y a 3 volets. Il y a l'isolement politique total, à l'instar de ce qu'a fait le Canada, a décrété qu'il n'aurait plus aucune relation diplomatique avec le régime islamique tant qu'il serait en place. On pourrait tout à fait décréter ça en Europe également. On pourrait également s'opposer au fait qu'il y a un attaché ministériel du ministère des Affaires étrangères qui est invité le 23 février prochain au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à intervenir. Donc ça, pareil, on pourrait s'opposer. Donc un isolement politique total. On ne peut pas se contenter seulement en Europe d'une mesure qui aurait dû être prise il y a 3 années de cela, à savoir le classement des gardiens de la révolution islamique sur la liste des entités terroristes, et de sanctionner seulement 20 personnes. Ce sont 20 000 personnes qu'il faut sanctionner. Il faut savoir qu'à l'intérieur du régime, les fissures sont très importantes et que quand on sanctionne ces commanditaires, eh bien, ça fait quand même vaciller leur pouvoir à l'intérieur du régime. Le second volet, c'est l'aide humanitaire. C'est l'aide aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut stopper la répression qui est toujours en cours? Eh bien, en déployant massivement
des satellites Eutelsat au-dessus de l'Iran pour garantir les communications et pour garantir que la population iranienne ne sera plus jamais massacrée en huis clos. On pourrait aussi se servir de la pression militaire, puisque la France a des chasseurs bombardiers dernier cri aux Émirats arabes unis. Les Britanniques ont une flotte extrêmement puissante aussi dans la région. On pourrait se servir de cette pression militaire pour exiger la libération des prisonniers politiques et la fin des exécutions qui ne font que se multiplier. Et enfin, le troisième volet, c'est d'engager un véritable dialogue avec l'opposition iranienne qui existe. On a vu samedi dernier plus d'1 million d'Iraniens qui se sont réunis dans les rues de Munich, de Toronto, de Los Angeles à l'appel de Reza Pahlavi. On a vu hier Masih Alinejad qui a condamné le fait que pendant que le régime avait commis des crimes contre l'humanité, les commanditaires étaient en train de se balader dans les couloirs de l'ONU. On a Nasrin Sotoudeh, avocate et militante des droits humains, qui appelle à une intervention humanitaire d'urgence. Donc on a quand même cette opposition iranienne qui existe et il faut engager un dialogue politique avec eux. Alors, qui existe, mais qui est aussi contesté par une partie des Iraniens à l'intérieur du pays. Parce qu'il y a évidemment les appels qui sont formulés, le vôtre notamment, à l'extérieur, à l'étranger, mais en interne, c'est tout autre chose. On va retrouver Siavosh Ghazi, qui est notre correspondant à Téhéran et qu'on a l'habitude de retrouver sur notre antenne chaque jour pour prendre le pouls. Bonjour Siavosh. Alors, je voulais parler du bras de fer militaire qui est en train de se jouer dans le détroit d'Ormuz en ce moment, mais parce qu'on est en train de parler des Iraniens et de cette opposition iranienne qui est en train de se mettre en place. J'aimerais que vous nous disiez, vous, l'état d'esprit aujourd'hui de cette population iranienne qui a été donc, si ce n'est massacrée, témoin de ce qui s'est passé sur ces manifestants et cette partie de la population qui entendait faire, si ce n'est vaciller, chuter le régime. Dans quel état d'esprit on est aujourd'hui en Iran? Est-ce qu'on s'imagine encore que le régime des mollahs pourrait être renversé? Alors, ça, c'est vraiment une question difficile. Il y a des sentiments vraiment partagés. Il y a, par exemple, des gens qui ont participé aux manifestations du début janvier, qui espéraient une intervention américaine promise par Donald Trump, qui n'est pas venue pour appuyer les manifestants. Et aujourd'hui, il y a ces négociations qui semblent donc vouloir durer, puisque un troisième round est prévu donc par les deux parties, par l'Iran et les États-Unis. Les Iraniens affirment que les discussions d'hier à Genève étaient se sont passées dans un climat sérieux et donc les grandes lignes ont été fixées pour de nouvelles négociations sur le dossier nucléaire. Et puis les Iraniens ont mis sur la table un paquet de contrats plutôt alléchantes pour les États-Unis, notamment des investissements dans le secteur pétrolier, dans le secteur gazier, dans le secteur minier, l'achat d'avions commerciaux, par exemple des Boeing que l'Iran pourrait acheter, donc pour amener les États-Unis à une position moins dure. Une partie de la population craint bien évidemment des frappes militaires, une guerre, un conflit ouvert, un conflit militaire qui pourrait déstabiliser encore davantage le pays, alors que la situation est très, très mauvaise. D'autres espéraient une intervention américaine pour soutenir le mouvement de contestation. Et donc les sentiments sont partagés, mais tout le monde est dans une situation d'attente parce qu'il y a tous les jours des déclarations contradictoires des uns et des autres et on ne sait pas vers quoi on se dirige exactement. À l'heure où les Américains annoncent qu'ils mettront fin aux ambitions nucléaires de l'Iran d'une manière ou d'une autre, ça c'est le ministre américain de l'énergie qui le déclare il y a quelques instants. Merci beaucoup Siavosh. On rappelait tout à l'heure tout ce sang versé les nuits du 8 et 9 janvier dernier, cette répression de masse organisée que nous avons largement documentée ici à France 24. Que reste-t-il de cette contestation, de cette colère qui s'exprimait ouvertement dans les rues du pays et qui est évidemment aujourd'hui beaucoup moins visible? Les précisions de Noémie Roche en images et on en reparle juste après. Regardez. Sur cette vidéo amateur, des hommes et des femmes paniqués fuient alors que des détonations résonnent. Les images ont été tournées près du cimetière d'Abdanan. Ces Iraniens étaient venus rendre hommage aux manifestants tués durant la répression de la contestation de janvier, pour marquer le 40e jour après ces décès, comme le veut la tradition chiite. Selon les ONG de défense des droits humains basées à l'étranger, au moins 7000 personnes, sans doute beaucoup plus, ont été tuées lors de la répression du mouvement de contestation. La plupart étaient des manifestants ayant défié le régime, comme un proche de ce couple, un étudiant tué à Tonekabon, dans le nord du pays.
La seule raison pour laquelle il a rejoint la manifestation était de défendre la liberté pour lui et ses compatriotes. Serena a reçu une balle dans le dos et malheureusement, il est décédé. Réfugiée en Arménie, cette Iranienne a vécu la répression du régime des 8 et 9 janvier. Elle témoigne anonymement par peur des représailles. Le vendredi, la situation était terrible. Ils tiraient sur des gens sans raison, sous les yeux des enfants. Mon fils l'a vu, ma fille l'a vu. Ils ont incendié tous les bancs. À 13h, ma connexion Internet a été coupée. Mon téléphone aussi. Impossible de contacter qui que ce soit. C'était comme en Corée du Nord. Nous étions complètement coupés du monde. Du côté des autorités iraniennes, le récit est tout autre. Mardi, celles-ci ont organisé une cérémonie religieuse dans la grande mosquée Mossala à Téhéran, en mémoire des personnes tuées pendant les manifestations. Le régime a recensé 3000 morts et selon les autorités, il s'agit en majorité de membres de forces de sécurité et de passants tués par ceux qu'elle appelle terroristes au service d'Israël et des États-Unis. Aïda, je vous demande à l'instant, la dernière fois que vous vous êtes rendue en Iran, c'est aujourd'hui, évidemment, on peut le comprendre au vu de votre militantisme devenu impossible, car trop dangereux pour vous. Donc c'était en 2021, vous avez de la famille, des amis en Iran. Déjà, est-ce que vous avez perdu des proches et qu'est-ce qu'on vous raconte de cette contestation ? Écoutez, c'est un véritable traumatisme pour tous ceux qui sont en Iran. Moi, mes proches ont tous été témoins, à l'instar de ce que disait cette jeune Iranienne en Arménie, ont tous été témoins de crimes d'amis qui ont été tués par balle, avec une balle au milieu du front, devant leurs yeux. Donc il y avait une intention de tuer qui était extrêmement claire. C'est un traumatisme immense et en plus c'est un double traumatisme puisque, comme elle l'expliquait, c'est arrivé dans une atmosphère de huis clos total, c'est-à-dire que c'est une impossibilité en plus de contacter les proches, la famille et de faire le deuil ensemble. Donc on est complètement isolé face à une terreur qui n'en finissait pas. C'était un cauchemar pendant 48 heures et un blackout pendant 15 jours. Il y avait une double intention, tuer, massacrer ces manifestants et en même temps terroriser les autres pour qu'il n'y ait plus de contestation, non ? Exactement, on avait des témoignages aussi de personnes qui nous disaient que volontairement, ce régime ne nettoyait pas le sang qui était dans les rues pour continuer à faire peur à la population et rappeler que le sang sera versé autant qu'il faut pour qu'ils se maintiennent au pouvoir. Et la répression a continué et continue encore aujourd'hui, puisque les arrestations des manifestants, mais aussi notamment du corps médical soignant, qui a fait son devoir en soignant les manifestants, et bien aujourd'hui, les médecins, les chirurgiens, les infirmières qui ont porté secours à ces manifestants sont massivement arrêtés. Donc la répression continue, les exécutions se multiplient de jour en jour. Sur la seule année 2025, il faut se dire que l'Iran a exécuté par pendaison 1500 personnes. C'est 6 personnes par jour. Vous avez des retours d'exécution là depuis la fin de cette manifestation ? Absolument. Il y en a eu plus de 200 juste sur le mois de janvier 2026. On a 30 jours dans un mois. Donc il faut faire le calcul. Et personne ne fait référence dans ces négociations dont on a parlé. C'est-à-dire que on a entendu Siavosh, le correspondant, qui nous explique les points de négociation aujourd'hui entre le régime et les États-Unis, qui sont des points de négociation commerciaux, des points de négociation géostratégiques, qui appartiennent en fait à l'année 2015. Et c'est être complètement aveugle sur tout ce qui a changé depuis 2015. En 2015, la population civile iranienne avait encore, pour une partie d'entre elles, espoir que les réformistes, par exemple, puissent porter des réformes à l'intérieur de l'Iran, puissent quand même qu'on puisse obtenir plus de liberté avec un accord avec les États-Unis. Aujourd'hui, la rupture entre la société civile et le régime islamique est complètement consommée. Ces 40 000 morts ne seront jamais oubliés. La population iranienne, qui, on le rappelle, est la plus nombreuse du Moyen-Orient, la plus instruite aussi du Moyen-Orient, à 70%, moins de 40 ans, va de toute façon
laissons reprendre les rues. Donc l'instabilité structurelle aujourd'hui du régime islamique, il n'y a pas de point de retour pour ça. Donc le régime islamique ne sera plus jamais le partenaire commercial qu'il aurait pu être en 2015. Par ailleurs, la faillite hydrique du pays, de la même manière, il n'y a absolument aucune solution qui est apportée par le régime pour cette faillite hydrique. De la même manière, la corruption généralisée et les fractures à l'intérieur même du régime. Il y a à peine quelques jours, les réformistes d'ailleurs, qui sont ceux qui doivent porter notamment cette réouverture du régime islamique sur laquelle Donald Trump s'illusionne, eh bien ces réformistes ont été emprisonnés par ce régime. Il y a eu des interpellations, effectivement, 4 personnes notamment la semaine dernière. Aïda, j'aimerais qu'on revienne au point de départ de cette contestation. Ça a été le motif économique. On a faim, on ne peut plus se payer de quoi manger, du pain, de la farine, du sucre. Siavosh est encore avec nous. On ne va pas aller sur le bras de fer militaire encore cette fois. On va parler de concret parce que ça parle à tout le monde d'ailleurs, quel que soit le camp. Ce motif économique, il n'est pas réglé. Siavosh, vous intervenez régulièrement depuis le marché, le grand bazar de Téhéran. Les prix sont toujours astronomiques aujourd'hui. Cette réalité, elle est inchangée. Les prix sont astronomiques et augmentent pratiquement tous les jours ou toutes les semaines, quels que soient les produits. Par exemple, pour vous donner quelques exemples, pour comprendre les difficultés économiques que rencontrent les gens. Par exemple, un kilo de viande hachée coûte en Iran, après la libération des prix qui est intervenue en pleine mouvement de contestation, une semaine après le début de la grève au bazar. Donc le prix de la viande hachée a doublé. Donc un kilo de viande hachée coûte en Iran 12 €, alors qu'à Paris, c'est 15 €. Le salaire de base en Iran, c'est moins de 100 $. En France, c'est 1500 €. Donc, vous voyez la différence et les difficultés pour les gens. C'est la même chose, par exemple, pour le lait, pour les œufs, pour le poulet et tous les autres produits. Quel que soit le produit qu'on va acheter dans les magasins, on est surpris tous les jours par les prix astronomique des différents produits. Le lait, par exemple, a augmenté de plus de 30% en un mois. Et donc, ce problème n'est pas réglé et personne ne s'attend, quand on discute avec les commerçants, personne ne s'attend à une amélioration. Et tout le monde pense qu'après le Nouvel An, c'est-à-dire le 20 mars prochain, il y aura encore davantage d'augmentation des prix et donc une pression encore plus importante sur la population et en particulier les couches les plus pauvres et les classes moyennes. Merci beaucoup, Siavosh, en direct de Téhéran pour France 24. C'est intéressant de se raccrocher finalement à cet élément qui est factuel et qui est le point de départ et qui constitue le point de départ de cette mobilisation, à l'inverse des autres manifestations depuis la mort de Mahsa Amini. Aïda, la situation, au vu de ce qui se passe sur le terrain économique, est-ce qu'elle n'est pas vouée finalement à exploser, quoi qu'il se passe avec les Américains? Vous nous disiez tout à l'heure, les Américains, c'est pas la seule option aujourd'hui pour les Iraniens. Alors quoi faire? Parce que dans le documentaire bouleversant qu'on a diffusé la semaine dernière sur nos antennes, la révolte massacrée, on terminait sur ces messages d'Iraniens, ces textos qui étaient rétablis avec l'Internet rétabli. Tous expliquaient leur sidération, leur désillusion aussi, et on sentait quand même un sentiment, certes d'abandon, mais presque une volonté de lâcher l'affaire, d'abandonner les choses. C'est facile depuis l'étranger de dire on a encore une chance d'eux, mais ces Iraniens aujourd'hui, on a le sentiment qu'ils ne sont pas prêts de redescendre dans la rue. Écoutez, ça a été démenti par les dernières images qu'on a eues hier aussi, des grands rassemblements, notamment à Ispahan, à Téhéran, dans les cimetières pour ce 40e jour. Donc c'est quand même énorme, 40 jours à peine après des crimes contre l'humanité, après cette terreur. Les Iraniens sont tout de suite, encore une fois, dans les rues, dans des rassemblements. On a entendu des gens aux fenêtres crier « mort au dictateur ». Vous pensez que ça peut repartir, que ça va repartir? Je pense que c'est absolument inévitable, puisque, en fait, ils n'ont pas d'autre option. Aujourd'hui, la situation économique a été décrite, la situation hydrique, elle a aussi été évoquée, la situation politique de rupture, il n'y a pas de possibilité de retour, c'est un point de non-retour qui a été atteint, donc il n'y a pas d'autre option
que celle de tout faire et de continuer jusqu'à ce que ce régime chute, que ce soit à l'intérieur de l'Iran ou à l'extérieur de l'Iran, on ne s'arrêtera pas. Pour les militants et les militantes à l'extérieur, comme pour la société civile à l'intérieur. Ça n'arrêtera jamais, sanctions ou pas sanctions d'ailleurs, puisque les sanctions ne sont pas responsables de la répression, les sanctions ne sont pas responsables des arrestations, elles ne sont pas responsables des tortures, elles ne sont pas responsables des exécutions, elles ne sont pas responsables de la corruption immense, elles ne sont pas responsables de l'accaparement de toutes les infrastructures hydrauliques qui ont asséché le territoire iranien. Donc en fait, aujourd'hui, on sait très bien que le responsable de la misère iranienne, ce ne sont pas les sanctions, c'est le régime islamique et encore une fois, projet politique très clair, chute du régime, avènement d'une démocratie laïque. En un mot, Aïda, si vous aviez quelque chose à dire au peuple iranien aujourd'hui, ce serait quoi ? Nous ne lâcherons pas jusqu'à votre liberté. Merci beaucoup, Aïda, d'avoir